Bonjour, je présente aujourd'hui la 33e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Mes repères théoriques en économie ». Elle se trouve dans la partie 4 de mon programme sur le site internet sous forme papier. La réflexion que je mène avec le parti de la démondialisation, le PARDEM, sur les questions de l'économie, ne sort pas du néant. Si nous ne nous réclamons d'aucune école de pensée particulière, nous nous appuyons cependant sur quelques penseurs qui éclairent nos travaux. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs que nous adoptons l'ensemble de leurs analyses. Chez chacun d'eux, toutefois, nous trouvons des raisonnements et des propositions qui alimentent notre propre vision de l'économie. On peut parler à ce propos de soubassement théorique. Il s'agit principalement par ordre alphabétique de John Maynard Keynes, Karl Marx, Karl Polanyi et Max Weber. Dans un autre domaine et plus récemment, les travaux de Serge Latouche nous sont extrêmement précieux. Commençons par John Maynard Keynes, 1883-1946. Il remet en cause la vision néoclassique du chômage fondée sur la prétendue insuffisante flexibilité des salaires à la baisse. Pour les libéraux, tous les travailleurs peuvent être employés à la condition qu'ils acceptent une baisse de leur rémunération. S'il existe encore du chômage, celui-ci, pour eux, ne peut être que volontaire, puisque certains travailleurs n'acceptent pas une diminution de leurs revenus. Pour Keynes, la demande de travail ne dépend pas du prix du travail. En période de chômage, il faut soutenir l'économie par la dépense, et notamment l'investissement public. Ainsi, l'injection de monnaie dans l'économie a un effet multiplicateur par les salaires et la création monétaire. Si l'État décide d'investissement public, y compris par création monétaire, donc les entreprises verront augmenter la demande. Elles livreront davantage de produits et embaucheront pour produire, ce qui stimulera les dépenses de consommation. L'augmentation de la demande provoque ainsi des anticipations positives. Les entreprises investiront, anticipant une hausse de la demande, ce qui provoquera une distribution d'argent et donc des achats qui provoqueront à nouveau des anticipations positives et ainsi de suite. Un cercle vertueux s'enclenche. L'effet de la dépense de départ est multiplié, d'où le concept du multiplicateur keynésien. La baisse des salaires apparaît donc particulièrement dangereuse, puisqu'elle réduit la demande en biens de consommation sur laquelle s'appuient les stratégies des firmes. Si la demande effective est d'un niveau inférieur à celle qui serait nécessaire à la réalisation du plein emploi, l'État doit relayer les forces spontanées du marché par un programme de dépenses publiques pouvant provoquer un déficit public et une augmentation de la dette publique. Le retour à une meilleure activité économique permettra de rembourser cette dette, ce déficit budgétaire, cette dette publique. Ce schéma, dans le cadre du libre-échange, de l'euro et du contrôle de la politique monétaire par l'Union européenne, n'est plus possible. Il n'est pas non plus souhaitable, dans le sens où il augmente quantitativement la demande, sans préoccupation qualitative et environnementale. Mais avec la sortie de l'euro, des mesures protectionnistes et une conception de l'économie fondée sur le respect de la nature, le raisonnement redevient intéressant. Passons à Karl Marx, 1818-1883. Selon sa conception matérialiste de l'histoire, l'économie constitue le facteur qui détermine directement ou indirectement les domaines juridiques et politiques ainsi que la sphère des idées. La base économique conditionne et explique ainsi la superstructure, comme il dit, de la société. Marx voit un renversement entre l'économie marchande simple et l'économie capitaliste, avec l'apparition de l'exploitation du salariat,
moteur même du capitalisme lorsque le travailleur est transformé en marchandise. Le capitalisme, une fois établi, la domination du domaine économique s'étendra aux autres dimensions de la vie de la société. Ceci entraîne des crises de surproduction régulières et la mise en place d'une armée de réserve de chômeurs. Marx a analysé le capitalisme, système politique, économique et social, dont le principe fondamental est la recherche systématique de plus-value obtenue grâce à l'exploitation des travailleurs par les propriétaires des moyens de production et de distribution. Leur but est de transformer la plus grande partie possible de ces plus-values en capital supplémentaire qui engendrera à son tour davantage de plus-values. Pour le capitalisme, tout tend à devenir marchandise, et en premier lieu la personne humaine, la santé, le sang, les organes, la procréation, l'éducation, la connaissance, la recherche scientifique, les œuvres artistiques, etc. Le capitalisme repose d'abord sur la propriété privée des moyens de production. On entend par moyens de production tout ce qui permet de produire, c'est-à-dire les terres, les bâtiments, les machines ou les outils qui, exploités par le travail de l'homme, aboutissent à la réalisation des biens et des services qui permettent la consommation et donc la survie des populations. Le capitalisme est aussi la division du travail, l'existence d'un marché qui permet la régulation de l'activité économique, l'objectif d'un profit individuel pour les propriétaires du capital et la séparation entre le travail et le capital. Il convient également d'ajouter ce que des auteurs appellent l'esprit du capitalisme. Passons à Karl Polanyi, 1886-1964. Pour lui, l'économie constitue dès la préhistoire un domaine d'activité inséré ou encastré dans les autres relations sociales de parenté, politique, religieuse. Elle s'en émancipe l'économie lors du bouleversement qui instaure l'économie et la société de marché au XIXe siècle. La domination de la société par l'économie est un phénomène unique et récent dans l'histoire. La conséquence de politiques actives de l'État fondées sur le crédit libéral. Il faut réencastrer l'économie dans la société pour Karl Polanyi. Passons à Max Weber, 1864-1920. Pour lui, les diverses sphères de la vie sociale, l'économie, le droit, la religion, le pouvoir, entretiennent des relations caractérisées par l'interdépendance et l'autonomie relative, sans déterminisme historique universel. Weber comme Marx voit dans le capitalisme, une fois établi, la domination directe du domaine économique sur les autres dimensions de la vie de la société. Passons à Serge Latouche. Il est un contemporain né en 1940 et fait partie des inventeurs de la décroissance, en se présentant comme objecteur de croissance. Il fait cependant remarquer, à juste titre, que la croissance est consubstantielle à tout être vivant, que cette croissance naturelle, organique, biologique, s'oppose à la croissance néfaste et dévastatrice de l'économie capitaliste, qu'elle soit de marché, d'État, mixte ou quelle que soit son appellation. Le mot décroissance est pour lui une provocation, car vouloir faire décroître tout et n'importe quoi serait en effet absurde. Il dénonce un mécanisme pervers du système productif, entièrement axé sur la consommation pour la consommation, avec son absurde pillage des ressources non renouvelables, l'entassement des rebuts et autres déchets, les pollutions incontrôlables et la transformation de l'individu en dividu, comme il dit. Il préconise la sortie de l'euro, la nécessité de se réapproprier la monnaie et de contrôler les banques, la démondialisation. Synthèse. Pour moi, les politiques économiques doivent avoir pour but de développer la prospérité générale dans certaines limites collectivement admises, non seulement en préservant l'environnement, mais en réparant ce qui a été saccagé. Pour y parvenir, c'est toute la conception de l'économie qui doit changer,
et qui doit même être révolutionné. En premier lieu, la propriété des grands moyens de production doit changer de main afin de préparer efficacement la sortie du capitalisme. Le retour à la nation des grandes féodalités industrielles et de services, pour reprendre l'expression du programme du Conseil national de la résistance, le CNR, viendra compléter la nationalisation du système bancaire et financier, voire la partie 2 de mon programme, et celle des grands médias, voire la partie 10 de mon programme. Elle permettra de mettre en œuvre un programme de réindustrialisation, articulé à une mutation écologique, sociale et démocratique des modes de production et de consommation. Les mesures protectionnistes prises dans le cadre rénové de la Charte de la Havane de 1948 consolideront l'ensemble. La planification démocratique du développement national sera organisée au sein d'un nouveau ministère dédié à cette fonction, le ministère du Plan. Sans propriété sociale des grands moyens de production, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale ne seraient que des formules creuses. Ma perspective avec le parti de la démondialisation est bien de sortir d'une civilisation pour en créer une autre.